Je vous souhaite la bienvenue à tous. Mon nom est Louis-Olivier Fontaine. Je suis avocat et j'agis aujourd'hui en tant que procureur pour la Commission d'enquête nationale citoyenne. Et nous reprenons après la pause du midi avec le témoignage de Mme Amélie Paul. Donc, bonjour Mme Amélie Paul. Bonjour. Nous allons commencer par votre identification formelle. Donc, je vous demanderai simplement d'énoncer votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Amélie Paul. Maintenant, je vais vous demander de prêter serment. Donc, je vais vous demander d'affirmer solennellement que vous allez dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Donc, Madame Paul, je vais vous présenter en quelques mots. Vous me direz si ma présentation est adéquate. Donc, Madame Paul, vous êtes chanteuse, comédienne, productrice, créatrice de contenu, dont les bulletins de nouvelles humoristiques La Vérité brutale. Et vous êtes également co-animatrice du podcast qui s'appelle En toute franchise. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci. Alors, aujourd'hui, Madame Paul, vous avez été invitée par la Commission pour témoigner au sujet des conséquences que vous avez subies personnellement au cours de la crise COVID. Donc, à la lecture de votre dossier, on comprend qu'il y a des questions qui vont être abordées au niveau des conséquences que vous avez eues de la censure dont vous avez été l'objet. Alors, ce sera là, l'objet de votre témoignage, oui, cet après-midi. Alors, je vous propose qu'on aille en ordre chronologique, tout simplement. Donc, j'aimerais savoir là, qu'est-ce que vous faisiez avant le début de la pandémie déclarée? J'avais parti une compagnie de booking pour booker des groupes de musique, de cover, dans les festivals, événements corporatifs et tout ça. Puis j'avais passé pas mal tout l'hiver à travailler là-dessus, notamment pour booker mes deux groupes à moi. Donc, j'avais un bon été qui s'en venait, juste avant que le 13 mars, je crois, que le confinement était annoncé. Donc, c'est ça que je faisais. OK. Et donc, au moment où cette pandémie-là a été déclarée, là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous du point de vue personnel, du point de vue professionnel? Là, comment ça s'est passé, dans vos propres mots, là? Bien, sur le coup, j'ai eu peur, pas par rapport à ce qui était déclaré, pas par rapport au virus, mais par rapport à tous mes spectacles. J'ai eu peur et effectivement, ça s'est avéré que tout a été cancellé. Donc, c'est sûr que c'était insécurisant pour un artiste. Tu te retrouves sans contrat devant toi. Mais ça n'a pas duré longtemps par rapport à ce que je voyais qui se dessinait devant moi. Je trouvais que c'était comme une pièce de théâtre, les conférences de presse, tout ça. Moi, mon opinion, j'ai jamais adhéré à ça. Et c'est pour ça que très rapidement, j'ai comme voulu souligner l'absurdité de tout ça à travers des capsules. Ça m'est venu tout seul. J'aime beaucoup faire du montage. J'ai étudié en communication, donc c'est quand même mon domaine. OK, donc parlons justement là, de ces capsules-là. Pour quelles raisons vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est que je trouvais ça intéressant, ce qu'on nous disait dans les conférences de presse. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter d'attraper la COVID? Et moi, je venais de terminer mes études en naturopathie, donc je trouvais ça très drôle que c'était comme pratiquement tout le contraire pour stimuler un système immunitaire. Alors, pour moi, c'est là que j'ai eu l'idée de faire une capsule qui s'intitulait « Les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire », de l'aborder de façon humoristique et sarcastique, soulignant que tout ce qu'il nous disait de faire, pratiquement, ça affaiblissait un système immunitaire, dans le fond. Puis, ça s'est avéré que j'ai fait ça bien naïvement, pour mon plaisir, en fait, et puis c'est devenu viral, puis ça a eu beaucoup de succès. Donc, après ça, ben j'ai décidé de continuer dans cette optique-là, de souligner les incohérences, les absurdités que je voyais là-dedans.
Oui. Pouvez-vous donner des exemples un petit peu plus précis du sujet de ces capsules-là? Par exemple, je pouvais parler des masques, comment que c'était bon pour la santé de constamment respirer les déchets qu'on expulsait, comme notre CO2, et puis tout ça. J'avais fait une capsule qui posait des 80 questions, il me semble. C'était seulement des questions, mais pour souligner, pour faire réfléchir les gens, puis montrer justement de tout ce qui se passe, pas juste par rapport à la COVID, mais je trouvais qu'il se passait beaucoup de choses dans la société qui faisaient plus de sens. Donc, c'était pour faire réfléchir les gens, mais en humour, parce que si on en parle sérieusement, souvent, les gens adhèrent pas. Puis l'humour, je trouve qu'au Québec, ça va vraiment rejoindre les gens. C'est dans notre culture aussi. Je suis pas du tout humoriste, mais juste de souligner les incohérences de la société, j'avais pas besoin d'être une grande humoriste, là, c'était drôle, là. D'accord, merci. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez continué à faire ça pendant un certain temps? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai continué les capsules d'humour. À un moment donné, j'ai interviewé une biologiste, puis elle m'a dit « T'es bonne pour faire ça, tu devrais continuer. » Donc, j'ai continué à interviewer des gens qui m'inspiraient puis que je trouvais qu'il y avait un message important à apporter parce que moi, je pensais pas que... Je n'étais pas une spécialiste en rien spécifiquement, donc je voulais amener des gens intéressants à partager leur message. Voilà, donc j'ai continué de faire dans l'humour et de faire des entrevues, découvrir des petites perles comme ça sur les réseaux sociaux, des gens que je trouvais inspirants puis que je voulais mettre de l'avant. Parfait. Donc là, si j'entends bien ce que vous dites, jusqu'à ce moment-là, les choses se passent relativement bien pour vous. On est à quelle période environ, là, si vous vous souvenez? Ça s'est passé bien. Dès le départ, avec la première capsule que j'ai faite, c'est sûr que je recevais des attaques sur les réseaux sociaux, mais c'était des trucs comme complotiste ou t'es un danger public ou des trucs comme ça, mais ça m'atteignait pas plus qu'il faut. Donc, comme tous les autres qui se faisaient traiter de complotistes, là, ça a duré comme ça pendant environ 1 an. C'est sûr que j'ai eu des vidéos censurées aussi, des vidéos d'humour qui se faisaient régulièrement censurées. Je trouvais ça drôle là, quand c'est rendu qu'on peut même plus faire de l'humour, mais rien d'épouvantable m'est arrivé, je crois, avant un article de Radio-Canada qui a été publié le 2 juin. Avant ça... Si vous me permettez, Mme Paul, avant de passer à cet autre Ouais. sujet-là, j'aimerais ça que vous détailliez un petit peu. Vous dites, si j'ai bien compris, juste des attaques en ligne de trolls. Pouvez-vous détailler ça un petit peu plus? Donc, cette partie-là. Puis, vous avez évoqué aussi la partie censure, donc des vidéos, si j'ai bien compris, qui ont été censurées. Ouais. J'aimerais ça que vous détailliez un peu plus ces deux aspects-là. Donc, premièrement, les attaques que vous mentionnez. Et deuxièmement, les retraits de vidéos ou les censures de vidéos que vous mentionnez. Les vidéos que je me moquais du masque, ça, c'est sûr que ça avait été censuré. Certaines entrevues que j'ai faites, j'avais fait une entrevue avec Guylaine Langto, donc c'est sûr que c'était très controversé. Ça avait été censuré aussi. Ce qui parlait de naturopathie habituellement ou ce qui attaquait les mesures sanitaires, ça, c'était un terrain qu'il ne fallait pas toucher. Sinon, les attaques que je recevais, c'était sur les réseaux sociaux. Les médias n'avaient pas commencé à parler de moi, donc tant que ça restait sur les réseaux sociaux, ça ne me dérangeait pas tant. Mais c'était des trucs comme... je me rappelle, j'avais fait une vidéo pour faire une blague, dire aux gens portez un masque, puis faites un trou dedans, puis peinturez-vous le visage, comme ça ne paraît pas. Puis j'avais vraiment eu une médecin qui m'avait attaqué, disant que j'étais un danger de suggérer aux gens de faire ça. Mais les gens ne sont pas stupides au point de faire ça, là. Mais je ne pouvais pas croire parfois les attaques que je recevais. Bien, j'avais un côté naïf aussi en même temps dans tout ça, là, parce que pour moi, c'était de l'absurdité totale. On dirait que je ne réalisais pas que
pour certaines personnes, c'était très sérieux, puis ils avaient peur. Puis moi, à quelque part, j'étais en train de ridiculiser leur peur. Je n'étais pas consciente de ça, je crois. De façon concrète, quand vous dites une médecin m'a attaqué, juste vraiment d'être très précise, là, c'est quelqu'un qui écrit. Comment ça se passe concrètement? Je crois que c'était sur Facebook, là, ça fait quand même longtemps, parce que ça fait 3 ans, mais je recevais beaucoup de commentaires sur Facebook, surtout là, on voit ça moins maintenant, mais à ce moment-là, c'était nouveau, puis les gens avaient... Tu sais, t'es encore dans la peur, puis c'était pas bien vu là, de critiquer les mesures. Donc, je recevais beaucoup de critiques. Puis, à un moment donné, sur Facebook, une femme avait dit « Moi, je suis médecin à telle place, puis t'es vraiment un danger public de dire aux gens de faire des trous dans leur masque. » Puis, des genres d'attaques comme ça. Là. OK, je comprends. Et... Très bien. Et encore une fois, concrètement, quand vous dites les vidéos sont censurées, là, je comprends ce que vous dites, mais concrètement, là, c'est qui fait ça? C'était surtout YouTube qui ferme une vidéo puis qui disent vous ne respectez pas les règles de la communauté. C'est ça. Souvent, ils ne t'expliquent pas trop. À ce moment-là, ils te disaient tu critiques les mesures sanitaires. C'est un petit peu plus spécifique, là. Donc, on pouvait supposer pourquoi quand même. Je dis on pouvait parce que plus ça allait, plus c'était obscur, les raisons pourquoi les vidéos étaient censurées. OK. Et lorsque ça se produisait, est-ce que vous faisiez quelque chose pour en appeler de cette décision-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous faisiez? Oui, il y a tout le temps une façon de faire appel. Mais c'est rare que ça fonctionnait. Ça a fonctionné parfois. J'ai fait appel, puis que des vidéos sont revenues. Il faut juste que tu dis, oui, je fais de l'humour et jamais je ne critiquerai les mesures sanitaires. Puis là, tu joues du violon, puis des fois, ça fonctionne. OK. Bien, merci beaucoup, Mme Paul, pour ces précisions. Donc, si vous voulez bien, on va enchaîner. On était rendu à vous évoquer un article. Si j'ai bien compris, je vous demanderais peut-être d'élaborer puis de continuer ce sujet-là. Oui. En fait, la première expérience officiellement avec les médias, c'était en janvier 2021 qu'un journaliste de Québécois, cette fois-là, m'avait contacté. Puis lui, j'y avais parlé, bien naïvement. Et puis... On a parlé quand même longtemps, comme dans cette espèce de pré-entrevue, ou je ne sais pas trop quoi. Puis finalement, il a dit, « Écoute, je ne te mettrai pas dans l'article que je veux publier demain, là, je te reviens dans 3 jours. » Et finalement, il m'a rappelé, il a effectivement publié un article dans le Journal de Montréal le lendemain, et j'ai vu des complotistes qui menacent nos... Je me rappelle plus du titre, là. Les complotistes menacent nos structures, ou je sais pas quoi. Et 3 jours plus tard, il m'a contacté, puis là, il m'a comme laissé sous-entendre que si je moussais les mesures sanitaires sur mes plateformes, il disait, tu peux écrire, oh, on a bien rigolé, mais il faut quand même respecter les mesures sanitaires et éviter d'engorger les hôpitaux, c'est important. Bon, si tu mets ça... Tu vas avoir ton heure de gloire, je vais faire mousser ta carrière. Et j'ai fait, ben c'est parce que tu comprends pas comment ça marche. De un, je peux pas faire ça. Puis de deux, quand même, je le ferais, personne ne me croirait. Là. C'est ridicule. Fait que j'ai... Puis même si je le ferais, il écouterait pas Amélie Paul. Là. Il s'en fout, là. Je suis pas une gourou. Là. Tu sais, les gens utilisent leur cerveau. Bref, j'ai refusé. Puis finalement, là, j'avais peur. J'ai dit, ça va être publié quand, cet article-là, tu sais? C'était soit que j'acceptais ou soit qu'elle allait écrire l'article peu flatteur qu'il voulait publier à la base. Il m'a dit que ça allait sortir lundi, puis finalement, il n'y a rien qui est sorti. Donc là, j'ai eu la paix, puis je me suis dit, mon Dieu, plus jamais que je vais faire affaire avec les médias, je veux rien savoir des journalistes. Et jusqu'à temps que ça devait être en mai 2021, Brigitte Noël, après la mort de mon ami Bernard Lachance. Excusez-moi encore de vous interrompre, Mme Vas-y. Paul. Pouvez-vous rappeler, c'était quel média, ça, qui vous avait contacté? C'était un gars de Québécois, au départ. D'accord, de Québécois. Ouais. Et
C'est à votre décision, mais est-ce que vous aimeriez mentionner le nom de cette personne-là ou c'est vraiment à votre... Moi, j'aimerais mieux pas le mentionner. Je sais pas, j'ai un petit peu peur des conséquences potentielles que ça pourrait avoir. Oui, vous devancez ma question. Donc, pour quelles raisons vous souhaitez éviter? Ouais, c'est ça, c'est par la peur. C'est pour ça que j'en ai pas... J'en ai parlé un petit peu de ça, mais j'ai jamais fait une démarche pour aller plus loin. J'avais... Tu sais, les médias me font peur. Je suis traumatisée, là, je vais le dire. Donc, ouais. Je sais... Ben ça, c'est juste moi, là, mais je sais qu'ils peuvent aller loin dans ce qu'ils écrivent pour faire du tort à quelqu'un. Donc, voilà. Pourriez-vous justement, sur ce sujet-là, donner des exemples de choses qui ont été écrites sur vous? Je sais que l'on y allait de façon chronologique, Ouais. donc on peut soit continuer de façon chronologique ou s'il y a des exemples que vous voulez mentionner maintenant. Ben mon ami Bernard Lachance est décédé le 11 mai 2021, donc ça fait vraiment exactement 2 ans. Ça a fait 2 ans hier. Ben, c'est sûr que les médias, ils en ont fait toute une histoire, hein, parce que c'est un complotiste qui est mort, là, c'est du sida, puis pour montrer qu'il avait tort, donc c'était merveilleux pour eux. Et puis, quelques semaines après, c'est Brigitte Noël de Radio-Canada qui m'a contactée pour une entrevue. Et j'ai juste même pas répondu. J'ai même pas répondu pour décliner. Parce que je sais en plus qu'elle a une réputation de détruire des gens. C'est pas très constructif, son affaire. Donc, par peur, j'ai juste ignoré, puis je me suis dit, bien naïvement, elle va peut-être pas en parler si je réponds pas. Et finalement, elle m'a réécrit quelques jours plus tard, puis elle m'a dit, vous savez, Madame Paul, je vais faire mon reportage, peu importe, là, même si vous ne me répondez pas, mais je vous le donne une autre chance. Donc, voici les points que je vais traiter. Puis elle a fait une liste. Et puis, elle parlait aussi de conversations privées que j'avais eues avec mon ami. Dans les points, je me dis, ça doit pas être légal de faire ça, de publier des conversations en 2 amis. Elle ne publiera jamais ça. Et non, finalement, le 2 juin, effectivement, il y a eu un article de Radio-Canada qui a été publié sur le site de Radio-Canada. Puis, au bulletin de nouvelles de Radio-Canada, à 18h, il y a eu un petit reportage également là-dessus qui parlait de moi notamment. Ça laissait sous-entendre que j'étais sa naturopathe parce que j'ai étudié en naturopathie et on comme fait l'association que j'étais sa naturopathe, ce qui est faux. C'était mon ami, puis il m'a jamais payé pour des consultations ou quoi que ce soit. J'ai à peine fait des consultations depuis que j'ai eu mon diplôme. C'était pas vraiment la consultation one-on-one qui m'intéressait. Moi, c'était plus pour moi-même guérir d'un problème de santé que j'avais. Donc, voilà, je n'étais pas du tout la naturopathe de Bernard. Ils ont aussi laissé sous-entendre que j'y vendais des produits naturels pour guérir du sida. Mais Bernard, qu'on soit d'accord avec lui ou non, il militait pour dire que le VIH ne donnait pas le sida et pour lui, il n'y avait pas le VIH. Donc, ça fait aucun sens de dire qu'il prenait des produits naturels pour guérir du VIH. Et il prenait des produits naturels comme moi. On prenait la même chose comme un maintien quotidien parce qu'il était un petit peu comme moi. On aimait ça parler de santé, de naturopathie, tout ça. Puis on a une amie commune qui nous vendait ces produits-là. OK. Encore une fois, je me permets de vous interrompre. Donc là, vous nous parlez d'un article qui a été rédigé par Mme Noël au mois de juin. Mais qui parle d'un sujet tout autre. Là. Donc, Est-ce que vous avez... pour quelles raisons vous pensez que tout d'un coup, on décide d'écrire au sujet d'Amélie Paul et d'un de ses amis? Est-ce que vous avez une hypothèse? Pour quelles raisons cet article-là a été écrit, selon vous? Bien, comme pour tous les autres dits étiquetés complotistes, c'est pour démolir leur réputation auprès du public, là, pour pas qu'on ait une crédibilité, pour pas que les gens viennent nous écouter, j'imagine, dans nos vidéos, sur nos plateformes. Je peux juste présumer que c'est ça. Et comment vous vous êtes senti? Quels ont été les effets sur vous de la publication de cet article-là et de ce reportage-là?
C'est sûr que j'étais démolie. Non seulement j'avais honte, parce que je me disais, je fais honte à toute ma famille, à mon entourage. Je fais du tort à ma mère, il luttait contre le cancer, puis c'était très difficile pour elle à ce moment-là. Les gens ont boycotté le restaurant de mon chum, donc ça a fait beaucoup de problèmes dans mon entourage, mais moi, au point de vue personnel, bien, j'étais devenue une infréquentable. J'avais l'impression que j'avais la lèpre. Là. On ne pouvait pas s'associer à moi. C'était comme une mise à mort sociale, si on veut. J'étais rendue responsable de la mort de Bernard Lachance, puis encore aujourd'hui, ça fait 2 ans, je reçois des attaques de gens qui disent « T'as du sang sur les mains, t'es responsable de sa mort, ta place est en prison. » Ça n'a jamais vraiment arrêté. Au-delà de ça, bien, au point de vue professionnel, bien, quelques jours après l'apparition de cet article-là, bien, mes chaînes YouTube ont été fermées, 2 chaînes YouTube, que c'était quand même mon gagne-pain. Ensuite, bien, mes spectacles de musique, parce que l'été 2021, les spectacles recommençaient et j'avais quelques spectacles de bookés, ça recommençait, j'étais contente. Et puis, bien, finalement, ça a été cancellé. Point de vue naturopathique non plus, j'avais trop peur. Je faisais déjà pratiquement aucune consultation. Puis là, je ne voulais plus du tout en faire parce que ça ne valait pas la peine pour le peu d'argent que je faisais de faire des consultations puis de dire un mot de travers et puis d'avoir une poursuite du Collège des médecins. Parce qu'après la mort de Bernard, je recevais... Puis ça, c'est juste moi qui le suppose. Peut-être que c'était du vrai monde. Mais je trouvais ça très louche. Je recevais des demandes de gens qui me disaient... J'ai reçu peut-être 3 demandes de gens qui me disaient « Je suis séropositif, est-ce que tu pourrais me conseiller des produits naturels pour arrêter ma trithérapie? » En tout cas, c'était pas très subtil, je trouve, là. Mais j'ai préféré... Je me suis dit « Bon, c'est terminé. » Puis je sais qu'il y a plusieurs naturopathes et des personnes dans la santé holistique qui ont arrêté de pratiquer aussi à cause de ça, la chasse aux sorcières. Hein. Donc là, si on parle, par exemple, de vos revenus professionnels, on parle des chaînes YouTube qui sont fermées, qui étaient une source de revenus pour vous. Mm-hmm. On a parlé des spectacles. On a parlé de la pratique en naturopathie mm-hmm. qui a été, disons, diminuée, fortement diminuée. Arrêtée, carrément. Arrêté, d'accord. Votre groupe de musique, est-ce que ça a continué? Comment ça s'est passé? En fait, à un moment donné, peut-être, je ne sais plus trop, 2 mois après cette saga, peut-être un petit peu avant, les choses, je commençais à aller mieux, parce que j'ai disparu peut-être 1 mois ou 2. Là. Et là, j'avais un spectacle qui s'en venait avec mon groupe à Repentigny. J'étais contente. J'ai dit, tiens, je vais publier ça sur mes réseaux sociaux, ça va changer d'air, puis on peut quand même pas m'attaquer parce que j'ai un spectacle. Et puis, finalement... on était à quelle période, là, si vous vous en souvenez? Il me semble que c'était peut-être fin juillet, ça. Si je me souviens bien, parce que c'est arrivé le 2 juin, puis j'ai laissé un petit temps. Fait que, en tout cas, c'était peut-être en juillet, je dirais fin juillet, que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'avais ce spectacle-là. Et là, il y a des petits soldats, des pages célèbres de gens des haters, là, qui sont sur notre dos tout le temps. Je ne sais pas si vous voulez des exemples, mais exemple, Xavier Camus, Les Éliminés du Québec, toute cette gang-là. Ils ont appelé les commanditaires de l'événement où je jouais pour leur faire peur, pour leur dire « Vous engagez une complotiste ». Donc, eux, ils ont dû émettre un communiqué comme quoi « Calmez-vous, on ne s'associe pas aux propos d'Amélie Paul et ne viendra pas ici ». Donc, ce spectacle-là a été cancellé. Et immédiatement après, puis ça, il y a eu un article dans Le Soleil là-dessus. Et ensuite, il y a eu j'imagine que ces gens-là ont fait des recherches parce que je ne l'avais pas annoncé nulle part.
Mais j'avais un spectacle en Gaspésie en première partie d'Éric Lapointe, ce qui est d'autant plus ironique. Éric Lapointe, c'est quand même pas un enfant de cœur, mais en tout cas. Et donc, là, même chose, ils ont reçu l'événement, le président de l'événement, ils ont reçu des appels pour dire, bon, sûrement la même chose, je peux pas dire qu'est-ce qu'ils disent exactement, mais lui, il a dû m'appeler, puis il a dit, Amélie, je suis obligée de te canceller, là, mon CA est sur mon dos, puis ils reçoivent des appels, puis bon. Donc, ils ont cancellé ça. Et à partir de ce moment-là, mes musiciens ont dit, écoute, on ne jouera plus avec toi, là, parce que là, on risque notre carrière. Donc, ils m'ont comme mis dehors de mon propre groupe que j'avais parti, ma propre compagnie. Et après ça, bien évidemment, on a cancellé les autres spectacles qu'on avait de prévus pour cet été-là. Et sentez-vous bien à l'aise de répondre ou de ne pas répondre? Mais là, donc là, je comprends plusieurs sources de revenus qui disparaissent. Aujourd'hui, comment vous vous en tirez? Bien, c'est les gens qui me font des dons. J'ai un petit peu de revenus publicitaires de YouTube parce que j'ai ouvert une autre chaîne. Mais c'est pas pareil comme avant parce que maintenant, il y a beaucoup de shadow ban. J'ai pas de preuves, mais c'est ce que je crois. Pouvez-vous expliquer à la commission ce que c'est? Oui, du shadow ban sur Facebook surtout et YouTube, c'est qu'ils te permettent d'exister, si on veut, mais ils vont te suggérer moins dans le feed d'actualité des gens. Tu vas avoir un petit peu moins de visibilité. Donc, j'ai un peu de revenus de YouTube, de Facebook, mais c'est surtout les dons du public, dans le fond, qui me gardent en vie. Donc, quand je fais des capsules, je demande des dons, puis les gens m'encouragent. Donc, ça montre d'autant plus qu'il faut que tu restes intègre et vrai quand ton revenu dépend des gens qui t'écoutent. Donc, dans la chronologie, on a parlé là, de l'article de Madame Noël, on a parlé de plusieurs sujets. Est-ce qu'il y a d'autres sujets plus loin dans la chronologie que vous souhaiteriez évoquer, mentionner devant la commission? Et dans quelques minutes, on devra laisser la parole aux commissaires qui auront peut-être aussi des questions là, pour vous. Bien, je crois que ça fait le tour. Il y a aussi dans la musique, moi, j'ai pas les preuves concrètes de ça, mais mon gérant, à ce moment-là, quand il essayait de faire le tracking radio de ma musique, c'est-à-dire de contacter les radios pour faire passer mes chansons, disons, les deux grosses radios à Montréal, une dit « Nous, on ne joue pas à Amélie-Paul ». Puis une autre, le directeur musical avait accepté de jouer ma chanson, mais il a dit « J'ai les mains liées, j'ai pas le droit de jouer ». Alors qu'on pourrait débattre, dire « Mais c'était pas une bonne chanson », mais elle avait atteint le numéro 1 de iTunes Canada, donc elle devait être popée. Donc, dans le fond, c'était grâce aux gens sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas eu aucun appui, évidemment, de la radio et du mainstream. C'est sûr que personne ne veut me jouer, puis personne ne va parler de moi. Une question qu'on pose souvent à la fin des entrevues, c'est comment les choses auraient pu être faites autrement pour que ça se passe mieux pour vous. Là, je sais que ça s'est passé difficilement pour vous, mais est-ce qu'il y a une pensée, une réflexion qui vous vient, comment les choses auraient pu mieux être faites? Après l'histoire de l'article de Radio-Canada, j'ai essayé de contacter des journalistes et mon gérant, à ce moment-là aussi, avait essayé avec ses contacts de contacter quelqu'un qui me permettrait de donner, moi, ma version, parce que moi, on se parlait tous les jours, Bernard et moi. Donc, je veux dire, moi, je savais la vérité, je l'aurais dit, puis il n'y aurait pas eu de problème, mais il n'y a jamais personne qui a voulu m'interviewer ou avoir ma version, alors que les sœurs à Bernard passaient dans les médias, à Paul Arcand, à Denis Lévesque, mais Bernard ne leur parlait plus depuis 6 ans, je pense. Donc, c'est là que c'était louche, tu sais, je veux dire, il aurait dû me donner aussi droit de parole pour me défendre, mais j'ai jamais pu me défendre dans cette histoire-là. Donc, si vous aviez pu avoir un droit de réplique, un droit de parole, les choses, ce serait mieux. Mais je pense que c'est pour tous les sujets dont on traite, c'est ce qui manque.
c'est le débat dans les médias. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Il devrait avoir les deux côtés représentés dans les médias, puis c'est pas le cas. Même si quelqu'un passe pour un fou complotiste puis qu'il y a des théories farfelues, ben laissez-le s'exprimer, il va se discréditer lui-même. Le mensonge se discrédite par lui-même. Je pense que c'est une très bonne conclusion à votre témoignage, Madame Paul. Je vais laisser la parole aux commissaires s'ils ont des questions pour vous. Merci beaucoup, Mme Paul, pour votre témoignage. C'est touchant et c'est troublant. Dans une société, on s'attendrait que nos artistes explorent des nouvelles avenues, soient créatifs et nous amènent à penser en dehors de la bien-pensance, disons. En tout cas, quand j'étais jeune, c'est ça qui était le plus populaire. Bon, j'avoue que je n'ai pas tellement suivi les derniers temps, j'ai été un peu déconnecté. Mais j'ai quand même constaté que ce soit dans le milieu de la musique ou du théâtre ou d'autres formes d'expression artistique, ça semblait assez restreint. Dans votre milieu artistique, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres artistes comme vous qui ont pris ce risque ou ont eu cette naïveté, je ne sais pas, vous avez mentionné naïveté, de s'exprimer parce que vous trouviez que cette situation-là était absurde? Bien, il y en a très peu. Au tout début de la pandémie, il y a Lucie Laurier qui s'est prononcée contre. Puis elle en parlait... C'était pas farfelu ce qu'elle disait, c'était très logique. Et puis, elle a été cancellée immédiatement. Puis elle était déjà établie, était très connue, donc elle avait beaucoup à perdre quand même. Elle a servi peut-être d'exemple, parce qu'après ça, très peu de gens se sont prononcés. Il y a Guillaume Lemaitre-Vierge qui avait juste dit « Non, je ne suis pas encore vacciné, j'attends un vaccin québécois. » Je pense que c'était Medicago à ce moment-là. Juste le fait qu'il voulait attendre, et il était aussi maltraité par les médias, il a perdu une grosse commandite. Donc, je pense que tous ces gens-là ont servi d'exemple pour dire « Ne dites rien si vous ne voulez pas perdre votre carrière et vos acquis. » Et justement, des artistes qui étaient connus pour parler contre le gouvernement, si on veut, être des rebelles, des non-conformistes, mais soudainement, ils étaient devenus ultimes conformistes. C'était quand même assez spécial. Est-ce que ça suggère finalement que la communauté artistique est un peu limitée dans sa capacité de s'exprimer, étant donné les formes de rémunération auxquelles ils peuvent accéder, qui passent peut-être par des canaux gouvernementaux ou des firmes qui contrôlent peut-être un peu plus les messages? Bien, vu que le Québec, c'est un petit marché, que ce soit dans le cinéma ou la musique, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que ça fonctionne beaucoup par subvention aussi, même pour les artistes. Donc, oui, c'est difficile. J'imagine qu'ils préfèrent se taire et de ne pas risquer de tout perdre. Ou même si ce n'était pas des subventions, si tu n'as plus l'appui des radios et des médias, bien, c'est la fin. Hein? C'est la fin de ta carrière. Ou, en tout cas, c'est plus difficile. Peut-être pas la fin, mais c'est beaucoup plus difficile. Pour reprendre le commentaire que M. Mélanie faisait ce matin dans son ouverture, à savoir que beaucoup de gens disent maintenant, bien là, c'est fini, on passe à autre chose. Est-ce que vous sentez que maintenant, c'est libre, puis là, on peut s'exprimer assez bien avec différentes formes artistiques? Est-ce que c'est terminé? Absolument pas. Point de vue artistique, en tout cas, du milieu artistique, il y a peut-être une ouverture. Donc, les organisateurs, peut-être qu'ils ont une ouverture, puis ça ne leur dérange pas, mais c'est un risque à prendre au niveau corporatif, les commanditaires des événements. Ils risquent de se faire attaquer. Puis personne n'a envie de prendre un risque. Donc, j'ai l'impression que c'est la loi du silence. Tout le monde sait que l'autre sait, mais on fait semblant. Ça, c'est juste mon impression. Et vous pensez que ça va durer combien de temps? Est-ce qu'on va sortir de ça bientôt? J'ai aucune idée. Bien naïvement, j'espère que oui. J'espère que la vérité va triompher.
puis qu'on va s'en sortir, puis que justice sera faite. Mais j'ai aucune idée. Et qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, pour que ce milieu artistique-là sa parole soit libérée? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive dans notre société? Bien, vu qu'on ne peut pas rien faire avec les médias, que de toute évidence sont contrôlés par le gouvernement, faudrait que tous les artistes se mettent ensemble. Mais c'est comme dans n'importe quel milieu, là, je parle des artistes, dans tous les milieux, si tout le monde se serait tenu ensemble, ça aurait tombé, toutes ces histoires-là, mais il y a eu division en deux camps. Alors, tant qu'on n'est pas tous ensemble, je crois qu'il est là le problème. Maintenant, la question, c'est, vous avez mentionné qu'au début, lorsque vous avez observé ce qui se passait avec le lancement des mesures pour contrer la pandémie, de votre point de vue, ça vous apparaissait pas crédible et que vous avez fait le commentaire que peut-être vous étiez un peu naïve à ce moment-là. Après 3 ans, est-ce que vous êtes sorti de l'âge de l'innocence? J'ai eu des beaux cadeaux évolutifs en 3 ans. Oui. Je suis tout aussi naïve, mais dans le fond, ma naïveté à ce moment-là, c'est que je pensais pas que c'était grave ce que je faisais. J'avais pas conscience que ça passerait pas en société. Merci infiniment. You want to have a question? Oh, okay. Good afternoon. C'est bon, je comprends. Pas besoin de traduire. Ah, mais il faut que je traduise pour les gens. OK. Given the treatment that you got from the social media and the media, have you got any kind of an opinion as to what the recent amendments to the Broadcasting Act through Bill C-11 might have on your future? Est-ce que tu veux le traduire ou je peux le traduire? Mon opinion par rapport à la loi C-21, les conséquences que ça peut avoir pour mon avenir étant artiste, c'est ça, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris. Je pense que c'est un petit peu une loi déguisée pour éventuellement avoir encore plus de contrôle sur le contenu des réseaux sociaux, puis contrôler la désinformation. Donc, quand tu dis pas dans le sens du gouvernement, dans le sens du narratif accepté, je présume que c'est de la désinformation. Donc, est-ce que ça va leur ouvrir la porte pour plus de censure? C'est ce que je pense, mais je peux me tromper. Je crois pas que c'est nécessairement pour le bien des créateurs de contenu canadiens, là. Ça serait mon petit côté naïf qui croirait à ça. The other, second part to that question might be with regard to new music in Canada. Most of the new music coming out by emerging artists is funded by the government through grants and assistance, and most of the festivals are got government funding in them. Can you comment on what kind of an effect that has on artists like yourself in making a decision whether or not they're going to have protest music? You know, they used to have protest music when I was about your age, and there isn't any of that anymore. Donc, la question, c'était, étant donné que la plupart des artistes sont financés par des subventions gouvernementales, quel sera l'impact sur les artistes qui protestent? C'est ça, si j'ai bien compris. Ben moi, personnellement, j'ai aucun espoir de toute façon d'avoir une subvention, puis j'en voudrais pas. Donc, ça ne me touche pas. Pour ce qui est des artistes, bien, il y en a qui font leur bout de chemin sur les réseaux sociaux, puis tu peux encore dénoncer par la musique. Je pense que c'est la meilleure façon, en fait, dénoncer dans des paroles de chansons. Je crois que ça passe beaucoup mieux. J'allais dire l'erreur que j'ai faite, c'est pas une erreur, mais de dénoncer à travers des capsules d'humour ou en parlant directement, puis en disant « c'est une fraude », ça passe pas. Mais à travers une toile ou à travers une chanson,
Je crois que ça peut encore passer, mais l'idée, c'est de passer par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, puis de faire ton bout de chemin par toi-même. Je crois que c'est l'avenir aussi. On ne peut pas tenir pour toujours. Je ne crois pas que ça va continuer, ça, les subventions pour... Les gens commencent à allumer puis se détacher de cette fausseté-là. Tu sais, des artistes qui n'ont pas rien fait durant tout ce temps-là, qui n'ont même pas soulevé peut-être quelques questions, qui n'ont rien dénoncé. Je sais pas. Je peux pas dire. Mais moi, personnellement, je veux pas de subvention, puis je suis pas là-dedans. Je veux pas d'être du gouvernement. J'aurais juste aimé peut-être avoir la permission de jouer à la radio ou de faire des spectacles, au moins de pouvoir jouer dans des endroits sans qu'on appelle les commanditaires, là, pour les harceler. Mais voilà, ça, c'est ma situation. Pour les autres, ils ont juste à être dociles, puis ça va bien aller. Thank you. Donc, en terminant, Madame Paul, il ne me reste plus qu'à vous remercier au nom de la Commission d'enquête nationale citoyenne pour votre témoignage. Merci. Je suis conscient que ça peut générer beaucoup de stress, d'anxiété de venir témoigner de votre expérience personnelle. Alors, je vous félicite pour votre courage et votre intégrité. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. Oui, alors bonjour. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, mon nom est Chantal Collard. Je suis avocate là, ici. J'agis comme procureure là, pour la commission d'enquête citoyenne ici à Québec. Donc, Monsieur Hamel, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ici à la commission. Bien, merci à vous de faire cet exercice qui est overdue. Tout d'abord, on va procéder à l'identification, donc tout simplement nommer votre nom complet. Mon nom est Stéphane Hamel. Et je vais vous assermenter. Donc, déclarez-vous solennellement de dire la vérité, juste la vérité. Dites « je l'affirme » ou « je jure ». Oui, je jure. Parfait. Donc, Monsieur Stéphane Hamel, je vais vous laisser vous décrire, mais tout d'abord, il faut quand même mentionner que vous avez eu des implications politiques importantes, entre autres que vous avez été membre fondateur de la CAQ. Oui. Donc, vous avez eu quand même d'étroites relations avec M. Legault. Vous pourrez nous en parler. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, ça va être premièrement votre motivation à venir témoigner ici à la commission. Votre motivation première. Et d'abord, je vais vous laisser parler brièvement là, de votre occupation, parce que vous n'êtes pas juste en politique. Là. Vous avez aussi un autre parcours, vous êtes en entreprise, vous avez aussi là, des études en informatique et tout. Donc, vous pouvez nous en parler là, de votre parcours professionnel. Oui, oui, mais plus maintenant parce que c'est extrêmement difficile pour moi de trouver. Habituellement, je travaille dans de très grandes entreprises. Et depuis que j'ai eu mon épisode avec la CAQ, qui est devenu très public, je n'ai plus de possibilité d'avoir des contrats parce que je suis un contractuel et la grande entreprise et le gouvernement semblent m'avoir très flagué
Donc, c'est très, très difficile pour moi depuis 3 ans. Mon parcours professionnel, ben, moi, je suis un informaticien de cœur, surtout. J'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 12 ans et je fabriquais mes propres jeux à ce moment-là. Mon plaisir était de les fabriquer et non de jouer avec. J'ai aussi une formation en informatique et en comptabilité à l'UQAM. J'ai fait, au début de ma carrière, directeur des opérations pour une petite entreprise à Montréal. Et c'est là que j'ai pratiqué ma comptabilité. J'ai aussi eu mon baptême dans la gestion des entreprises et tous les processus qu'ils peuvent avoir pour les entreprises. Alors, ensuite, j'ai fait un système informatique pour les grandes pétrolières au Canada. Donc, j'ai parti avec mon père une entreprise qui s'appelait à ce moment-là les logiciels Infosys. Et j'ai été l'architecte et celui qui a codé à peu près ce système-là, qui fait la gestion globale des grandes entreprises telles Ultramar, Petro-Canada, Shell et plusieurs grandes entreprises avec qui j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada et à plusieurs autres pays. J'ai eu quelques partenaires quand j'ai racheté l'entreprise et je me suis fait frauder par mes co-actionnaires. Donc, j'ai passé environ 7 ans à me battre avec le système de justice et j'ai connu le système de justice à ce moment-là, qui est, selon moi, une catastrophe pour les simples citoyens. Monsieur Hamel, oui. donc merci là, de nous avoir donné sommairement là, votre parcours, mais on va voir un lien. Là. Peut-être qu'on ne peut pas voir le lien entre l'informatique, la politique, la pandémie. Oui. Ce qu'on dit qu'il y était une pandémie. Alors, pour une des premières questions, c'est bien sûr votre implication politique. Donc, on parle au sein du parti pour bien ne pas confondre les deux, le gouvernement et le parti. C'est deux entités différentes. Alors... Oui. J'ai été militant dès le tout début avec la CAQ. Donc, on était peu nombreux. En quelle année, M. C'était en fin 2011-2012. Donc, vraiment au tout début de la CAQ, dont je suis un membre fondateur de la CAQ. J'ai participé à la première campagne à Terrebonne avec M. Gaétan Barrette, qui était mon député à ce moment-là, mon candidat dans la circonscription de Terrebonne. Ça a été une campagne avec beaucoup de développement. M. Barrette est très volubile. J'ai participé à partir de ce moment-là, à tous les congrès de la CAQ. J'ai vraiment fait tous mes armes en politique et je m'intéresse surtout à la philosophie de la politique. La sociologie et tout ça. Donc, j'ai fait mes devoirs. Et mon but était d'entrer au Parlement, peut-être au Parlement de Québec un jour, parce que les systèmes informatiques ou les façons de faire au gouvernement, ils dépensent des milliards et des milliards de dollars dans des systèmes et il n'y a jamais rien qui fonctionne. Et même encore aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne, surtout dans le système de santé. Puis on a vu les catastrophes avec la Société d'assurance automobile du Québec. Il ne semble pas être capable de sortir un système qui fonctionne. Tandis que pendant toutes mes années au privé, je n'ai jamais vu de telles catastrophes. C'est sûr qu'on n'est pas des anges. Ça arrive qu'il y ait des fonctionnalités que ça ne marche pas. Mais
d'annuler et de recommencer des projets ad vitam aeternam. J'ai jamais vu ça. D'accord. Voilà. Donc, Monsieur Hamel, donc on est ici, hein, on va partir de 2020, là. Vous, Oui. là, vous allez nous... Il y a un lien entre la pandémie et la politique. J'aimerais que vous Oui. nous parliez de ce lien-là et comment il vous a affecté, ce lien-là. À partir de 2018, j'ai participé à 2 campagnes de Vimont et celle de Laval-des-Rapides et je suis devenu président à ce moment-là du comté de Laval-des-Rapides pour la CAQ. Quand la pandémie a commencé, on a eu beaucoup de réunions Zoom et ce qui me faisait tiquer tout le temps, c'est que personne ne parlait de l'éléphant dans la pièce. Dans toutes les réunions, j'essayais d'amener le sujet sur la table et c'est comme si j'avais des yeux qui me regardaient avec des... Puis De quelle façon vous ameniez le sujet? J'amenais le sujet à savoir quel est le but de tout ça. Qu'est-ce que la CAQ, comme parti, ont fait pour essayer de lisser les choses? Parce que ce que je voyais à ce moment-là, c'est que le gouvernement faisait tout pour attiser la peur au lieu de... Ce que je m'attends en politique, c'est de rassembler la population et non d'essayer de lui faire peur comme j'ai jamais vu. Alors, c'est ce sujet-là au départ, parce que au départ, on n'avait pas encore les discussions sur... Là, on se situe à quel moment, là? Vraiment au tout début de la pandémie. Donc, en avril 2020? En mars, fin mars, début avril 2020, où tout le monde était oui. comme des chevreuils là, sur l'autoroute avec les autres. Tout le monde se demandait ce qui se passait, mais ma première constatation, c'est que personne n'en parlait. Très vrai. D'ailleurs, quand vous avez abordé le sujet, vous dites, bon, c'était quoi leur réaction? Comment ils vous répondaient? Est-ce que c'était des mots clairs? Est-ce que c'était des sous-entendus? Quand vous en parliez là, au parti? Oui. Les gens à l'exécutif du parti, surtout, disaient il ne faut pas questionner. Parce que, oui, il ne faut pas questionner, parce que il faut absolument que toute la population soit au même diapason, parce que ça peut être dangereux d'avoir des gens qui amènent les gens ailleurs. Puis ça, je pouvais comprendre à un certain niveau de dire on a une pandémie, un virus extrêmement dangereux, donc ne pas diffuser d'informations qui pourraient inciter les gens à ne pas respecter les mesures sanitaires. Qui, à ce moment-là, venait d'être imposé. Qui venait d'être imposé. On se souvient, au tout début, c'était « rester chez vous ». Puis ça s'est tranquillement... il y a eu un crescendo dans les mesures. Ça, c'était au début. Avec le temps, les quelques mois qui sont passés, ça devenait de plus en plus clair que c'était des gens qui étaient déjà en fin de vie qui succombaient à la COVID. Alors, moi, je posais ces questions-là dans les meetings, dire... puis on est entre nous, là. On n'est pas en public. C'est ça. On est entre nous, les gens de l'exécutif et tout ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop alarmiste? Puis, ce n'était pas... Je sentais... C'était pas la bonne question. Ce n'était pas des questions à avoir, même entre nous. Il ne fallait pas, absolument pas, parler de ces choses-là. C'était l'omerta, déjà en partant. Déjà en partant. Donc, au sein même du parti. Au sein même du parti. Donc, pour moi, qui s'intéresse à la politique depuis un bon bout de temps, je disais, mais c'est pas ça. La démocratie, c'est pas... On a des débats. Puis, de l'autre côté, je peux comprendre qu'au début, on voulait
rassurer, mais on ne faisait pas, on ne rassurait pas les gens, on les amenait dans la peur, de plus en plus. Alors... Donc, vous questionniez à ce moment-là sur, justement, là, le narratif qu'on voulait bien amener la population à croire. Donc, c'était très bien orchestré. On nous ce a que je comprends, fait clairement savoir qu'on ne devait pas discuter clairement. Des décisions du gouvernement. Donc, c'était très clair. C'est ça. À ce moment-là, j'étais président à Laval-des-Rapides et le gouvernement, M. Legault, est arrivé avec une initiative qu'il a appelée Je contribue ». C'est là que je voulais... donc, Je contribue, qui était une initiative là, pour amener les gens à donner de leur temps dans les CHSLD, les RPA, etc. Oui. Et j'ai voulu donner un petit peu mon parcours professionnel au départ pour justement mettre en contexte que je suis, moi, quelqu'un qui pose beaucoup de questions dues à mon travail. Ça fait partie de mon travail de poser des questions pour arriver à trouver des solutions à des problèmes informatiques, pas des problèmes, mais des processus, au lieu d'informatiser les processus. Donc, on a besoin de poser beaucoup de questions pour connaître. Alors, moi, j'ai décidé, à ce moment-là, j'étais aussi très naïf, comme Amélie pouvait dire. Moi aussi, j'étais dans le naïf. J'ai décidé d'aller travailler dans un CHSLD pour donner mon petit coup de main. Puis votre occupation principale dans les CHSLD, c'était à quel niveau? C'était aide de service. Donc, c'était un petit peu personne à tout faire. On faisait manger des résidents, on les habillait, aidait à s'habiller, on vidait les poubelles. C'était vraiment un petit peu de tout. Mais vous étiez en contact direct avec les résidents? C'était directement en contact avec les résidents, oui. Donc, vous avez pu observer des choses? Oui, et... Pouvez-vous nous en parler? Oui, absolument. Au tout départ, j'ai été accueilli avec suspicion par la direction de l'établissement parce que j'étais président de avec la CAQ, qui était le parti au pouvoir, mais ça n'avait pas de relation. Moi, je voulais simplement que je voyais ce qui se passait, on entendait le manque de personnel. Moi, ma naïveté, je vais aller aider. Vous voulez faire une bonne action? Une bonne action, bien, pas juste une bonne action. Mais pour la collectivité, pour... C'est vraiment, je ne suis pas capable de voir des gens laissés à eux-mêmes comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient là, comme moi, qui ont fait avec Je contribue, pour la même raison. Ils ne sont pas capables de voir des gens mourir comme ça. Absolument. Tout seuls, dans leurs excréments, sans être nourris, sans être... j'ai été engagé, c'est ça, au CHSLD Saint-Jude, à Laval. Alors, j'ai... Qu'est-ce que vous avez observé là, à ce CHSLD-là, précisément? Oui, la première chose, j'ai quelques anecdotes. Il y a une dame, il y a comme un grand corridor, puis c'était au premier étage. Il y a une dame qui sortait constamment parce que la dame fumait. Mm-hmm. Donc, la porte était tout juste à côté d'elle. Okay? Puis, il y a un monsieur dans une chambre, juste en avant d'elle, qui, lui, la porte était tout juste à côté. Lui voulait sortir, il n'était plus capable, monsieur. Puis c'est un monsieur avec toute sa tête. C'était un très bon monsieur. J'ai même eu des conversations avec. Puis c'est un monsieur qui était avec toute sa tête. Il dit, tu peux-tu m'aider? On va aller faire en plus, c'était une journée de mai. Belle journée de printemps. Première journée de vraiment une belle journée de 23, 24 degrés, le gros soleil. Monsieur, il me dit, je ne suis plus capable, je veux sortir. Ah ouais. Alors là, j'ai fait des pieds et des mains. Je suis allé voir la direction. J'ai dit, le monsieur veut sortir. Puis, je vais l'accompagner. La même chose comme j'accompagnais la dame qui sortait pour aller fumer. Je vais les sortir les deux en même temps.
puis c'est dehors, il n'y a pas de danger, je vais les tenir à l'écart. J'ai eu une réponse, je dis « ouais, peut-être », d'un infirmier. Puis là, il a remonté ça à la direction, puis tout d'un coup, ils m'ont dit « non, on ne peut pas faire ça ». J'ai dit « la madame peut déjà sortir ». Puis, c'est resté comme ça. Le lendemain matin, j'arrive au CHSLD. On avait mis des barreaux à la porte de ce monsieur. Non. Pour être bien certain qu'il ne sortirait pas de sa sortirait pas à l'extérieur, dans sa porte de chambre. Et ça, j'ai trouvé ça absolument terrible. Une autre anecdote, quelques semaines plus tard, c'est arrivé, j'ai un monsieur que je m'étais beaucoup attaché, c'était un monsieur Labbé. On avait eu plusieurs conversations. Le monsieur avait toute sa tête. Puis, à un certain moment donné, j'ai entendu de la confusion, un problème qui est arrivé. Mais j'étais tellement occupé à m'occuper de beaucoup de résidents que je n'ai pas vu. C'était arrivé vers 7h30 le matin. Puis, j'ai laissé ça aller. À 1h30 ou 1h de l'après-midi, je vais voir le monsieur. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Depuis le tout début de la journée, le monsieur avait besoin de se faire changer sa couche. Et il avait été agressif dans sa demande, supposément. Mais je connais le monsieur, puis c'est pas un monsieur agressif. Et à 1h, là, il a éclaté. Puis, ça faisait depuis très tôt le matin qu'il reportait toujours son changement parce qu'il disait qu'ils étaient agressifs. Alors, j'en ai parlé avec quelques-uns des collègues qui étaient là comme moi, comme des aides de service, parce que moi, je n'avais pas les compétences ni la force de faire ce travail-là, de changer une couche. Alors, il y en a un qui a pris sur lui de le faire. Donc, tous les préposés étaient supposément interdits de le faire. Puis, à ce moment-là, j'ai escaladé cette situation-là à la direction. Et j'ai dit que le monsieur voulait porter plainte. À ce moment-là, on m'a immédiatement manu militari mis à la porte. OK. Donc, là, dans le fond, vous étiez là comme aide-service. Oui. Vous vouliez aider cette personne-là. Oui. Donc, le processus de plainte, c'est un processus dont on a le droit. Oui. Est-ce qu'il y avait un lien avec, là, vous allez y arriver, entre l'éviction de la CAQ et qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été ma première strike. J'en ai eu 3 strikes avec la CAQ. La première strike, là, quand c'est arrivé, j'ai demandé le numéro de téléphone ou le courriel du directeur du CIS de Laval. Et j'ai écrit une plainte pour le monsieur Labbé. Cette plainte-là est arrivée, est allée, je l'ai envoyée directement. Et ensuite, le monsieur, le directeur du CIS, a appelé le ministre, je ne me souviens plus lequel, et s'est plaint que j'avais fait une plainte pour le monsieur. Donc, c'est plaint que vous aviez fait une plainte. Alors, le ministre, a appelé à la direction de la CAQ. Et là, j'ai reçu des appels me disant que je n'avais pas le droit de faire une plainte au nom de ce monsieur-là. Est-ce qu'ils ont élaboré dans les raisons? Est-ce qu'ils vous ont envoyé un écrit? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Encore une fois, c'était sans débat. OK. Et me dire que là, j'allais trop loin et que je n'étais pas solidaire de la CAQ. De la CAQ. Et de l'exécutif de la CAQ.
Et on m'a fait très, très bien savoir qu'il fallait que je reste tranquille. Donc, ça a été... Ça a été clair. C'était clair. On m'a Mais fait c'était savoir. pas par écrit, si je comprends bien. Non. Non, tout s'est fait Verbalement. verbalement. J'ai eu des téléphones un peu partout. Le mot s'est donné un peu partout. C'est quoi tu fais? Ben là, moi, j'étais naïf. Hein. Le monsieur, il a été maltraité. Vraiment maltraité. Et j'ai fait une plainte, ce qui est le droit du monsieur. Le monsieur n'avait pas les capacités de le faire. Alors, voilà. Puis, Ça, vous dites, c'est votre première prise. Ouais. Il y en a deux maintenant. On va arriver là à la l'évic- deuxième prise, ben, à la deuxième prise, prise, rapidement. c'est la CAQ a fait un blitz pour que chaque comté appelle les citoyens. Parce qu'on était encore dans le choc. Alors, on dit, on va appeler les citoyens pour voir comment ils vont. Ce qui semblait correct jusqu'à temps que la directive était de les appeler, mais aussi de leur offrir une carte de membre gratuite pour 1 an. Ah, Alors, moi, j'ai dit non. Non. Je ne ferai pas ça. Mais tout le monde ça a l'air que tout le monde a coopéré et l'ont fait. Et il y avait même des listes de ceux qui performaient le mieux puis qui avaient vendu le plus de cartes de membres. vendu, donné. Donc, si ça serait tenu à appeler les citoyens pour les encourager, est-ce que ça va bien et tout ça, mais d'être jugé par le nombre de cartes de membres que l'on vend, parce que ça, c'est renouvelable automatique. Absolument. J'ai trouvé ça absolument d'une bassesse énorme. Alors, je l'ai dit. Vous Et l'avez ça a fait été savoir. ma deuxième strike. On m'a fait clairement savoir qu'il n'était pas content avec moi, Toujours verbalement. verbalement, oui. Et votre troisième prise? Troisième prise, c'était... je pense que c'était début juillet 2021. Donc, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts jusque-là. Donc, je suis resté assez silencieux et j'observais, j'assistais encore à toutes les réunions et il n'avait jamais de discussion sur la pandémie et sur les Un sujet tabou. sujets absolument tabous. Jusqu'à ce que le gouvernement commence à avoir des visées pour un passeport sanitaire. Alors, Là, on moi, se situe en 2021? ça, c'était... je pense que toutes ces discussions-là ont commencé en avril 2021 et se sont intensifiées jusqu'à temps que ça devienne quasi officiel en juillet 2021. Oui. Juste avant là, le passeport. Là. Et alors, j'ai fait un post sur mon Facebook qui est privé, OK. avec qui j'ai, bien sûr, des amis qui sont dans la CAQ. J'ai des députés, des gens du comité exécutif, toutes sortes de personnes, mais surtout, c'est privé et C'est personnel. ça, c'était pas accessible au grand public. C'est pas accessible au grand public. Alors, j'ai mis une note. Je me souviens plus du verbiage. Je pense que je vous l'ai donné. Oui. Là, vous aviez la lettre, là? Moi, j'ai Non, mais lettre. la note sur Facebook. Non, je Ah non, bon, ben, j'ai Parlez-nous-en. simplement dit, je vais essayer de paraphraser, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec un passeport sanitaire. Et si le gouvernement décidait d'aller de l'avant avec cette mesure, je vais m'y opposer. OK? Fait que c'était aussi simple que ça. Donc, c'était pas public. Je n'ai pas fait une déclaration publique. C'était... Mais vous sur mon aviez quand Facebook. même affirmé que vous allez vous... C'était M'opposer. clair que vous allez vous y opposer. Voilà. Puis c'était toujours privé. Mais ça a été su.
Oui, parce que j'avais beaucoup de gens de la CAQ sur mon Facebook, donc ils l'ont tous vu. Alors ça, c'était la 3e strike et c'était la finale. Et j'ai reçu ensuite une lettre de l'exécutif du parti me disant que je ne soutenais pas la constitution du parti de la CAQ et que je n'étais pas solidaire avec le parti et que pour cette raison, je paraphrase parce que je n'ai pas la lettre avec moi. Oui, je l'ai devant moi. C'est ça. Et qu'il me destituait immédiatement de mon poste de président. Et ils avaient voté ça, l'exécutif, unanimement. D'ailleurs, je peux vous le... Pour ce bout-là, là, Oui. pour le bénéfice de tous. Or, nous avons pris connaissance des publications et commentaires que vous avez partagés sur de nombreuses plateformes ou réseaux sociaux. Vous avez parlé de Seulement Facebook. sur une. Oui. Et nous sommes unanimement d'avis que vous êtes ouvertement opposé au principe de la Constitution et en défaut de respecter les exigences décrites ci haut. Donc, en conséquence, votre mandat prenait fin, etc., etc. Voilà. Bon, il y a un problème avec cette lettre-là, qui est, je m'opposais au gouvernement, Oui, on a dit au à début. une décision gouvernementale. Et qui non une n'est décision pas du parti. Le parti. Voilà. Le parti et le gouvernement sont deux entités séparées. Alors, je ne m'opposais pas à la constitution du parti. Je m'opposais à une directive ou un décret du gouvernement C'est ça. qui était alors formé majoritairement par des députés de la CAQ. Mais aussitôt que le gouvernement est formé, la notion de parti n'existe plus. Ce sont des députés qui sont là pour représenter le public. Donc, ce ne sont plus des membres des partis politiques. Les deux choses sont... Puis ça, à chaque fois aussi, dans toutes les formations qu'on a eues en tant que membre des partis, on nous disait toujours de faire extrêmement attention, de faire la distinction entre les fonctions gouvernementales et les fonctions partisanes du parti. Et eux, n'ont pas tenu compte de ça. Non, pas tout tenu compte simplement de ça. parce que je critiquais une directive du gouvernement. Monsieur Hamel, le temps file, mais je veux quand Oui. même... donc, je voudrais savoir, dans un premier temps, vous désirez qu'on dépose cette lettre-là, signée du nom de Maître Céline Oui, elle est Tessier? déjà très publique. D'accord. Mais à la commission, là... Oui, absolument. Donc, écoutez, je sais qu'on aurait pu parler, là, vous en avez parlé brièvement, l'informatique et tout ça, sauf que le temps file. Moi, j'aimerais vraiment vous poser la question, là, dans le fond, quelle conclusion on peut en tirer? Et qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, là, relativement à votre situation, à vous? Ce qui aurait pu être fait différemment, c'est d'avoir ce qui est supposé d'être dans toute démocratie. Ce sont des débats. Mais évidemment, il n'y a eu aucun débat et le débat était fui comme la peste. Donc, c'est évidemment la conclusion qu'on pourrait prendre, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. Il n'y a plus de démocratie. La démocratie, c'est la base de la démocratie, c'est la liberté d'expression et le brassage des idées. En groupe, on va trouver les solutions. Ce que j'ai vu, c'est que c'était devenu maintenant un parti unique. Unique. Même l'opposition ne s'opposait plus. Donc, ce qu'on pourrait faire autrement, d'appeler les gens complotistes. S'il y a des gens qui ne voient pas de complot,
je pense qu'ils dorment. Parce que on ne sait pas. J'essaie de rechercher les... Au début, je me disais, OK, ils veulent qu'on parle tous dans la même chose. Pour pas que les gens... pour que les gens respectent les mesures sanitaires. Mais à mesure qu'on voyait que finalement, ce n'était pas un virus si dangereux, que le vaccin ne fonctionnait pas, parce que même le docteur Fauci aux États-Unis a dit que juste avant que je m'oppose, puis c'est une des raisons pourquoi je ne me suis pas opposé au passeport sanitaire, que la charge virale d'un non-vacciné et d'un vacciné est la même. Donc, ce qui rend caduc un passeport sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Je dis rien, parce que c'était un complot, un plan. Mais le mot complot est rendu dénaturé. On sait maintenant, c'est clair, qu'il y avait un agenda. Quel est-il? De spéculer, c'est là qu'on devient peut-être complotiste. Mais ceux qui ne voient pas de complot ou d'agenda, ben là... Basé sur des données ben là, vérifiables. Je pense que on voit aussi, je vois aussi qu'il n'y a aucun média ici. Traditionnel, on pourrait dire. Et je n'ai pas de traditionnel. Et je n'ai entendu aucun média parler de cette commission. Et on est à Québec. Il y a une radio, Radio X, qui est supposément une radio poubelle. Ils n'en ont pas parlé non plus. Même eux, à Québec, n'en ont pas parlé de la commission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde est silencieux? Vous avez demandé la question à Émilie tout à l'heure. Est-ce que ça va... Est-ce que ça va arrêter? Non. C'est encore en train de continuer. On le voit, là. Il n'y a pas d'ouverture de la part des médias, du gouvernement, pour ouvrir un débat. On a passé 3 ans d'un drame assez extraordinaire et tout d'un coup, personne n'en parle. La drame est terminée. La pandémie est terminée. Comme si rien n'était. Hein? Comme s'il n'y avait rien eu. Et là, non. Ce qu'ils veulent, n'en parlez plus, move on. Non. C'est ça. On va continuer qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Puis peut-être encore continuer à marteler et marteler tout à fait. Le message que, attendez, là, on a des choses à dire. Passer le message. Merci. Je vais laisser les commissaires qui ont probablement quelques questions. Merci. Merci, M. Hamel, pour votre témoignage. Donc, si je résume un peu la trame de votre témoignage, c'est que votre expérience dans la CAQ, au début, vous étiez relativement motivé à participer, à débattre, à proposer des nouvelles façons de faire pour qu'on améliore. Vous étiez principalement motivé d'améliorer, par exemple, les processus informatiques au gouvernement, ce qui n'est pas une mince tâche. Mais pour faire n'importe quelle modification ou réforme, il faut qu'on discute. Et là, vous avez été, je pense, déçu, c'est ce que j'ai compris de votre message, qu'il n'y avait pas ce genre d'ouverture. Ce qui est étonnant, cependant, qu'un parti qui prenne le pouvoir puis qui tombe dans une certaine unanimisme qui est peut-être en partie commandé par notre système parlementaire britannique où, c'est très serré autour du premier ministre et des ministres. Et ensuite, les députés ne semblent pas avoir énormément, même, de mots à dire. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que durant la pandémie, il n'y a pas eu énormément de levée de bouclier de la part de l'opposition qui semblait être dans le même unanimisme. Qu'est-ce que vous pensez qui est à la base de ce état de fait au niveau de la classe politique puis de la classe dirigeante, qu'il y a eu, durant cette pandémie, une espèce de cristallisation, je dirais, d'une position dont on n'arrive pas, semble-t-il, à sortir. On est encore pris là-dedans.
Et donc, dans l'expérience politique que vous avez eue, comment vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'institution politique qu'on a au Québec? Ouais. Il y a, ça revient à, c'est certainement la même chose qui s'est passée entre les députés, aussi dans le caucus, que moi, j'ai vécu avec l'exécutif. Je pense que le mot d'ordre était « il faut tous passer le même message ». Et je crois qu'ils ont fait la même chose avec les autres partis. Donc, le gouvernement devait être un. Et c'est ce qu'on a vu. On était unipartis. Il n'y avait plus de différence entre les partis. Ils disaient tous la même chose. Et même le Parti québécois, Parti Québec solidaire et même surtout le Parti libéral, ils s'opposaient en demandant plus que ce que le gouvernement faisait. Donc, ils ne critiquaient pas les décisions du gouvernement, mais ils demandaient encore plus de restrictions, entre autres. Donc, les députés et tous les exécutifs du parti ont vu ce qui m'est arrivé à moi quand on s'oppose. Alors, moi, j'ai été le naïf de la bande et j'ai servi d'exemple, comme ils ont fait un exemple avec Amélie. La même chose. Alors, les artistes, quand ils ont vu Amélie se faire traiter de la sorte, zip, on la ferme. Et la même chose pour la classe politique, quand ils ont vu mon traitement, ça a été zip. Donc, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'exemples, quelques-uns, et ça ferme la trappe à tout le monde. Donc, ma question, pour essayer d'ouvrir un peu vers d'autres avenues, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'un renouvellement au niveau de cette mentalité qui est fermée au débat, au moins au niveau de la classe politique? Ce qui est étonnant aujourd'hui, maintenant que la pandémie est terminée, qu'il n'y a pas cette ouverture-là au débat. Donc, est-ce que oui, il va falloir faire un changement complet de la culture politique? Parce que c'est comme ça depuis bien des années. Comment le faire quand on n'a pas de droit de parole dans les médias? Parce que les médias nous censurent à chaque fois qu'on essaie de parler de ces 3 années-là. On n'a pas le droit de parole dans les médias. Donc, comment faire passer... Parce que les gens ont aussi un message unique qu'ils reçoivent des médias. Donc, tout est beau. Maintenant, n'en parlons plus et continuons. Continuons, c'est ça. Continuons. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on a besoin de faire un débat collectif, à savoir notre démocratie n'existe plus, comment on fait pour la revigorer. Puis c'est ce qu'on fait, moi et Amélie Paul, depuis 8 mois. Le but de notre podcast qu'on a commencé, on fait ça toutes les semaines, c'est de partir ce débat-là. Et toutes les invitations qu'on a envoyées aux gens sont refusées, carrément. Il n'y a personne qui veut venir nous parler, à part les gens qui sont bien connus déjà et qui ont déjà parlé en public contre tout ça, puis essayer de trouver des solutions. Mais on est encore dans cette omerta-là. Donc, j'aimerais qu'on apporte des solutions. Mais il semble que l'agenda ne soit pas terminé. Merci, monsieur. Stéphane Hamel, merci. Merci de vous être livré avec autant d'honnêteté, d'authenticité. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Je pense que, d'ailleurs, de la bouche même du premier ministre, il l'a dit lui-même, c'est pas sanitaire, c'est politique. Et je pense que votre témoignage en fait foi. Alors, merci beaucoup. Et puis, espérant que tout cela soit diffusé largement. Bien, merci à vous. Merci.